Je le lance tout de suite. Ok. Voilà. Bon. Très bien. Donc, c'est bon. Ok. Bon, bah, du coup, en fait, pour ne pas prendre de retard, je propose qu'on enchaîne tout de suite. Ça vous va? Oui, c'est bon. On est là, non? Oui, oui. Oui, oui, tout est bon. Caroline et Nadia sont là? Oui, oui, ok. On est là. Bon, voilà. Donc, désolé, en fait, c'était vraiment marqué Lavoisier. Donc, voilà. Loïc Vadlorge, donc responsable scientifique du LabEx Futur Urbain. Donc, je dis juste un mot d'accueil, hein, ça va être très, très rapide. Donc, on lance avec ce 7e déjeuner jeunes chercheuses, jeunes chercheurs autour de Kevin Chenel, la 2e saison finalement de l'opération déjeuner jeunes chercheurs du LabEx Futur Urbain. Donc, le but est simple, hein, c'est pour nous en fait d'abord de faire circuler la recherche en train de se faire, la recherche des doctorants, des post-doctorants ou des jeunes maîtres ou maîtresses de conférences de l'université dans toutes les disciplines que couvre le LabEx Futur Urbain. L'objectif aussi, c'est de donner en fait pour ces jeunes chercheurs une tribune supplémentaire, à la fois par l'événement du déjeuner, mais aussi par sa captation vidéo qui permet ensuite de garder ça en mémoire sur le site du LabEx et sur la chaîne YouTube qu'on a ouvert au printemps dernier. Donc pour finalement aider ces jeunes chercheuses et chercheurs à aussi se faire connaître dans un contexte extrêmement concurrentiel pour les postes et les recrutements. Et puis le dernier objectif, hein, je le rappelle, c'est de faire circuler aussi des travaux au sein du LabEx d'un groupe transversal à un autre groupe transversal en associant finalement, si possible, un groupe transversal principal, ici des CUN, et puis un autre groupe par le biais de la modération. Voilà, j'en dis pas plus et je donne la parole pour la présentation à Caroline Galaise. Oui, bonjour à toutes et tous. Donc, enchantée d'être parmi vous. Donc, moi, je vais vous présenter très brièvement le réseau international de recherche sur les villes et l'urbanisation diffuse. En anglais, Diffuse Cities and Urbanization Network, DCUN. Donc, c'est un des groupes transversaux du LabEx Futurs Urbains. Donc, si vous avez envie d'en savoir plus sur ce groupe, n'hésitez pas à aller voir la page dédiée sur le site du LabEx. Donc, c'est un groupe transversal qui a été créé en 2017 à l'initiative de deux chercheuses et chercheurs. Donc, Adèle Esposito, chercheuse CNRS à l'UMR Auxerre, qui et notamment à l'équipe IPROS qui se trouve à l'ENSA de Paris-Belleville, École d'architecture de Paris-Belleville, et Joël Hitt, ici présent dans le public, maître de conférence à l'université Gustave Eiffel. Donc ce réseau, moi-même, je suis donc Caroline Galaise et j'ai rejoint la coordination de ce réseau depuis 2 ans, donc remplaçant Adèle Esposito. Donc ce réseau, il regroupe des chercheuses et des chercheurs qui sont rattachés, qui sont dans des labos associés au LabEx Futurs Urbains, et des chercheuses et chercheurs d'universités étrangères. Donc il y avait un fort prisme de ce réseau, en tout cas à son démarrage, et ça reste encore le cas, notamment avec des universités asiatiques. Et puis, on a aussi des chercheurs anglais, canadiens, voilà. Et ce réseau tend, on va chercher aussi à diversifier les chercheurs et chercheuses qu'on souhaite associer de différents espaces géographiques. Donc, l'objet de ce réseau, c'est de favoriser des échanges et des partenariats de recherche internationaux autour de la question de la production de l'urbanisation diffuse. Donc, on l'entend, cette production de l'urbanisation diffuse, à la fois sous l'angle de l'action collective qui contribue à l'émergence, à l'organisation, à la gouvernance de ces espaces, mais aussi sous l'angle des pratiques, des usages qui constituent également ces espaces. Donc, on a voulu faire un pas de côté par rapport à un ensemble de recherches très fournies depuis de nombreuses années autour notamment des pratiques de ce qu'on appelle en France, en Europe, le périurbain, pour s'intéresser vraiment à la question de la production de l'espace. Donc, voilà, spécifier aussi un peu l'entrée que l'on souhaitait donner pour comprendre les processus de fabrication et de constitution de ces espaces.
Et puis les enjeux de ce réseau, c'est aussi et surtout peut-être des enjeux d'ordre épistémologique. Donc, il s'agit de déconstruire les notions, les manières de voir, les concepts pour mieux comprendre quelle est leur origine, dans quel contexte ils se sont constitués, quels sont leurs usages pour favoriser la comparaison internationale dont nous savons toutes et tous que c'est quelque chose de très compliqué à faire. Donc, en ce moment, au sein de ce réseau, on a un projet éditorial en cours qui vise justement à produire quelque chose dans un terme assez court, enfin à moyen terme, disons d'ici 1 ou 2 ans. On ne sait pas encore exactement quelle forme ça prendra, mais quelque chose qui nous permettra, sans doute un ouvrage collectif, de discuter de différentes approches de la production de l'urbanisation diffuse dans différents contextes géographiques. Et pour mettre en place ce projet, on a eu l'aide de Kevin Chenel, ici présent, donc qui va vous présenter son travail de thèse et qui est ingénieur de recherche sur ce projet. Donc voilà, sans plus tarder, je laisse la parole à Kevin pour sa présentation. Merci beaucoup, Caroline. Alors, je vais vous partager mon écran avec la présentation. Voilà, j'espère que vous voyez toutes et tous bien le document. Alors, je vous remercie déjà de me donner l'occasion de présenter ici une partie de mes travaux. Donc, ils sont issus de ma recherche doctorale et ils entrent donc en résonance avec les travaux du réseau, du LABEX, de par ses questionnements donc, sur les modalités de régulation, notamment la production de l'urbanisation diffuse. Alors, ce travail de recherche part d'un constat, celui que les démarches d'action publique qui visent à renouveler les cadres de la production de l'habitat dans le périurbain se multiplient depuis plusieurs années. Appels à idées, on voit des appels à projets ruraux ou encore des dispositifs de recherche-action. Et donc, ces dispositifs, on pourrait le dire, s'inscrivent dans la continuité des politiques publiques aménagistes déployées depuis une vingtaine d'années, qui visent d'une part à contenir l'étalement urbain et à aménager durablement les espaces périurbains par le biais de diverses politiques de densification et de renouvellement urbain qui contribuent notamment à renouveler le modèle pavillonnaire. Alors cet enjeu, il n'est pas nouveau, mais on pourrait dire qu'il se pose aujourd'hui quand même avec une certaine acuité, alors que justement ce renouvellement périurbain peine à s'opérationnaliser et que l'attractivité de l'habitat individuel ainsi que la tension immobilière dans certaines métropoles poussent les ménages à se loger toujours plus loin. C'est notamment donc le cas de l'espace métropolitain Nantes-Saint-Nazaire, sur lequel j'ai enquêté durant 3 ans, dans le cadre d'une thèse CIFRE en partenariat avec l'agence d'urbanisme de Saint-Nazaire. Alors, tout d'abord, quelle dynamique on observe sur ce territoire? Alors, ces communes périurbaines sont dynamiques démographiquement, du fait de leur sol naturel, mais aussi de leur forte attractivité. Une dynamique qu'on observe d'ailleurs plus largement à l'échelle des aires urbaines de Nantes et de Saint-Nazaire. Leur trajectoire d'urbanisation de ces communes, je dirais, varie aussi, suivant qu'elles se trouvent dans des secteurs rétro-littoraux, au cœur d'un parc naturel régional de Brière, un marais qui est au centre effectivement du département, entre Nantes et Saint-Nazaire, ou encore au cœur du Pays de Ré, qui est là, donc au sud de la Loire. Mais on peut dire que ces communes sont marquées quand même par une périurbanisation avec des dynamiques d'extension urbaine en habitat individuel. Cette forme d'habitat représentait, par exemple, plus des 2/3 de la production de l'habitat de l'ouest du département entre 2009 et 2016. Et les opérations d'urbanisme restent pour beaucoup, on pourrait le dire, assez génériques, bien qu'elles varient en taille, de quelques logements à des nappes de plusieurs centaines. Alors, par ailleurs, bien que ces communes disposent des outils de régulation des sols et de la construction a priori, on pourrait dire, elles peinent à encadrer la production du logement, des difficultés liées, pour une part en tout cas, un déficit d'ingénierie en programmation, en négociation et en montage opérationnel, mais aussi aux problématiques relatives aux marchés locaux et aux dispositifs fiscaux nationaux notamment.
Ainsi, ces communes font face, on peut le dire, à une sorte de double enjeu, à la fois accueillir de nouveaux habitants à proximité des aménités et limiter, bien sûr, l'urbanisation afin de répondre aux enjeux, notamment du développement durable. Alors, afin de répondre, je dirais, à ces enjeux, on a vu notamment se déployer 2 démarches localement, donc dans la région de Nantes-Saint-Nazaire, dont 2 que du coup nous avons pu suivre de manière ethnographique à travers des observations participantes et une série d'entretiens auprès des chargés de projet au sein de ces organisations et puis avec différentes équipes. Alors, tout d'abord, le pôle métropolitain Nantes-Saint-Nazaire, qui est donc syndicat mixte de SCOT, qui est devenu pôle métropolitain du coup plus récemment, a engagé en 2017 une démarche dite collective intitulée Habitat périurbain afin de démontrer la faisabilité d'opérations d'habitat dense de 15-20 logements, donc on va sur des petites opérations, dites qualitatives et abordables dans le périurbain sur 4 sites d'expérimentation. Alors concrètement, le pôle métropolitain a proposé une méthode de coproduction de ces projets qui vise à rompre avec une logique séquentielle, on pourrait dire, de la production de l'habitat et visant aussi à faciliter la coopération entre tous les acteurs concernés par la production. Non, je pense que c'est bon. Par la production, la gestion et l'usage de l'habitat dans le périurbain. Alors la démarche, elle est organisée en 3 temps. D'abord, l'élaboration d'un cahier des charges programmatique concerté dans le cadre d'un atelier citoyen, puis l'organisation d'une consultation d'opérateurs et d'architectes avant justement de pouvoir former des groupements qui travailleront à l'occasion d'ateliers sur la programmation urbaine et architecturale et une esquisse. 4 sites ont été sélectionnés. Je vous les présente rapidement, mais donc voilà, ils sont à la fois à proximité des centres urbains agglomérés et on retrouve donc Trignac à l'ouest, Blain, Malville dans le périurbain entre Nantes et Saint-Nazaire au nord, et puis Brin qui fait partie en tout cas de la métropole nantaise. Et sur ces 4 sites, 3 équipes ont été retenues pour proposer un projet d'habitat de 15 à 20 logements. Dans le même temps, on a l'agence d'urbanisme de la région de Saint-Nazaire qui lance en 2017 une démarche intitulée Démonstrateur pour l'habitat individuel. Concrètement, l'agence d'urbanisme propose de développer une recherche-action pour développer des projets d'habitat individuel dits qualitatifs et répondant aux attentes des habitants, avec 3 temps imaginés pour le coup. D'abord, un temps d'étude, une phase d'étude avec l'identification de paysages et de systèmes de production de l'habitat, qui sont tous les acteurs qui investissent cette question-là. Un temps plus en lien avec une sorte d'appel à manifestation d'intérêt auprès d'opérateurs et de communes intéressées pour prendre part à la démarche. Et enfin, aussi un système d'atelier également qui vise en lien avec les maîtres d'ouvrage retenus, les élus et l'agence d'urbanisme à construire une programmation urbaine et architecturale. 2 sites ont été sélectionnés avec un maître d'ouvrage déjà positionné. Il s'agit du site de Montoire de Bretagne qui se situe donc dans l'agglomération de Saint-Nazaire et de Saint-Liphard qui se situe à Cap-Atlantique. On a un 3e site qui, lui, avait pour objectif de développer une association foncière urbaine. Alors que dans les 2 cas, les opérateurs sont soit des promoteurs immobiliers, soit des... Il faudrait juste... J'ai un souci de chargeur. C'est là-bas. Hop, désolé. C'est dans l'autre. C'est dans l'autre. Ouais. Je me permets. Oui, vas-y. Si je le trouve. Je peux continuer, alors je continue. Alors, dans les 2 cas, les opérateurs sont soit des promoteurs immobiliers, soit des bailleurs ou des aménageurs constructeurs de maisons individuelles. Alors, dans le cadre donc de ces 2 projets d'expérimentation, disons, alors, on se pose la question
eh bien, alors que ces démarches proposent de renouveler les modalités de coordination de la chaîne de l'aménagement, eh bien, en favorisant la négociation et la diversification des acteurs, on propose de questionner les effets de ce type de démarche d'expérimentation pour ce qu'on appelait les mondes professionnels de l'aménagement. Et la notion de monde empruntée à Howard Becker, elle nous permet ici de mettre l'accent sur les pratiques collectives de ces acteurs de l'aménagement, et elle insiste aussi sur le fait que ces mondes sont perméables au changement. Alors, du côté des hypothèses, on a appréhendé ces démarches comme des analyseurs, on pourrait le dire, des évolutions des mondes de l'aménagement périurbain, et on entend rendre compte des transformations qu'elles impliquent dans ces mondes, c'est-à-dire sur les conventions, les normes, les règles, les principes, au sein des systèmes d'acteurs investis dans la production du logement. On fait l'hypothèse ici que ces démarches et leurs dispositifs ont bousculé les logiques d'action des collectivités, des maîtres d'ouvrage, mais aussi des maîtres d'œuvre au profit d'une culture plus transversale de l'urbanisme. Analyser donc les transformations de ces mondes professionnels, selon Howard Becker notamment, c'est identifier des buts communs, mais aussi des divergences naissantes. C'est identifier des luttes aussi entre acteurs et au sein d'un même groupe d'acteurs. Et c'est observer les ajustements, les nouvelles coalitions qui se mettent en place dans l'action collective et l'élaboration de nouvelles conventions. Pour cela, du coup, je vous propose d'analyser et de revenir sur la redistribution des rôles et des places des différents acteurs dans la chaîne de production de l'habitat en situation périurbaine, de décrire la mise à l'épreuve des différentes conventions des maîtres d'ouvrage, puis des maîtres d'œuvre révélés par la divergence de conventions, les luttes inter- et intraprofessionnelles notamment, et enfin de décrire les nouvelles formes de coopération et la redistribution des savoirs et savoir-faire au sein de ces mondes. Alors tout d'abord, dans le cadre de notre enquête, on a pu observer initialement 3 modes d'intervention dans la construction de l'habitat en situation périurbaine, en enquêtant auprès d'une série de 25 constructeurs et promoteurs locaux, et donc en interrogeant différents projets. Et donc, on pourrait dire que ces modalités de production assez ordinaires rejoignent aussi les analyses que développent Thierry Villemain et Marie Llorente autour justement de ces modes d'intervention. Alors, on retrouve de l'habitat groupé et du petit collectif dans des secteurs assez tendus sur un marché on pourrait dire de promoteurs. On retrouve des opérations de lotissement dans des secteurs éloignés des centres d'agglomération, plutôt avec des aménageurs publics, des aménageurs et privés. Et puis, on retrouve dans le diffus plutôt des formes d'autopromotion, ou en tout cas, on est moins dans des logiques d'aménagement d'ensemble. Et donc, on peut dire que le système de production de l'habitat dans le périurbain reste largement porté par des opérateurs inscrits dans des logiques d'action plutôt marchandes, caractérisées aussi par des modalités de coordination assez séquentielles et une faible capacité d'innovation due au modèle économique aussi de production de l'habitat individuel. L'enjeu, on pourrait le dire, du renouvellement du cadre de la production de l'habitat dans le périurbain pour les 2 organisations publiques dont nous parlons aujourd'hui part de ce constat, ainsi que de l'absence aussi de prise pour les collectivités sur l'aménagement et les opérations, mais aussi sur l'absence de certains opérateurs aptes à porter des projets d'aménagement d'ensemble, comme des promoteurs immobiliers notamment. Cette approche donc assez séquentielle, dont je vous propose aussi un schéma ci-dessous, est jugée relativement inadaptée à la complexité des enjeux de l'aménagement contemporain par les équipes projets des démarches, qui ont tenté donc d'agir sur cette chaîne de l'aménagement. La schématisation de la chaîne de l'aménagement pour la démarche habitat périurbain, par exemple, montre ici déjà une évolution de ce schéma séquentiel avec une collectivité, notamment, par exemple, qui va être présente tout au long du processus jusqu'en phase même de commercialisation. Alors, dans leur analyse sur les recompositions de la chaîne de l'aménagement et de l'immobilier, on a Isabelle Barrault-Serfati et Charlotte Jacot qui identifient 3 évolutions majeures. Une remontée des acteurs de l'aval en amont,
une descente des acteurs de l'amont en aval et une hybridation des secteurs qui tendent à élargir le champ de l'aménagement. Alors, dans le cadre de notre enquête, nous avons retrouvé ces dynamiques, bien qu'elles s'expriment assez différemment finalement en situation périurbaine. Je vous propose de revenir sur les dynamiques observées. Alors, tout d'abord, concernant la descente des acteurs de l'amont de ces projets vers l'aval, ça se traduit par des collectivités qui cherchent à investir l'ensemble des champs d'action de l'aménagement. Elles renforcent leur rôle en programmation en posant des objectifs via un certain nombre de dispositifs de concertation, par exemple. Puis, elles vont organiser les interactions régulières entre les équipes de maîtrise d'ouvrage, de maîtrise d'œuvre et des collectivités via les dispositifs d'atelier pour ajuster le projet, mais aussi les règles d'urbanisme en retour. Elles se positionnent également très en aval en s'impliquant dans la commercialisation, voire en se projetant dans l'acquisition et la gestion de certains lieux. Les aménageurs privés, de leur côté, investissent également de plus en plus l'aval en proposant de la maîtrise d'usage sur les espaces communs, publics, voire en développant des activités de construction sur justement ces espaces communs. À l'inverse, on a remonté, je dirais, des acteurs de l'aval très en amont, qui se traduit par la présence et bien d'abord de citoyens qui s'inscrit dans un mouvement plus général de concertation citoyenne en aménagement, étudié par de nombreux chercheurs. Mais il s'agit pour les organisations publiques aussi de mieux cerner les attentes et de faire la preuve aux maîtres d'ouvrage qu'un marché existe en ciblant de potentiels futurs propriétaires. Les promoteurs immobiliers sont également consultés en amont, mais le faible nombre de logements envisagés et la topographie des sites ont contribué à un positionnement en aménagement-construction. D'ailleurs, on a dans les deux démarches uniquement 3 promoteurs immobiliers nationaux et régionaux qui ont candidaté. A contrario, on a des offices publics de l'habitat et des coopératives HLM qui sont massivement positionnés, notamment dans une perspective de maîtrise foncière aussi sur ces territoires. Enfin, les constructeurs de maisons individuelles réinvestissent l'amont de la production. Ces derniers se sont notamment constitués maîtres d'ouvrage de projets d'ensemble en mobilisant leurs filiales en aménagement et en promotion, qui traduit aussi une extension de leur domaine d'activité. Alors, si la remontée des acteurs de l'aval vers l'amont peut apparaître comme une forme de privatisation de la ville, via l'investissement du champ de la définition du projet, notamment par les acteurs privés, eh bien, cette situation semble malgré tout assez différente en situation périurbaine, car de fait, l'aménagement y est déjà largement dominé, on pourrait dire, par le privé. Cet investissement des acteurs de l'aval en amont apparaît plutôt comme un moyen aussi pour l'action publique de reprendre prise dans la définition de ces projets. Enfin, on a observé de manière plus générale un renforcement du rôle du maître d'œuvre dans la chaîne de réalisation. Rémi Vigneron a montré dans ses travaux dans quelle mesure les marchés du renouvellement périurbain, notamment ceux de la densification douce, contribuent à repositionner l'architecte sur ces territoires. Mais ici, on voit qu'il prend une place plus importante en occupant tantôt un rôle d'architecte conseil dans la construction de ces démarches, ou tantôt un rôle de médiateur dans le cadre, par exemple, des ateliers. Alors, toutefois, le repositionnement de ces acteurs génère des épreuves, à la fois pour les organisations publiques et les équipes de maîtrise d'œuvre et de maîtrise d'ouvrage. Alors, tout d'abord, l'Agence d'urbanisme de Saint-Nazaire et le Pôle métropolitain de Saint-Nazaire, qui organisent ces deux démarches, sont 2 organisations publiques qui ont pour mission de développer les coopérations territoriales via notamment l'élaboration de documents de planification intercommunaux, respectivement les SCOT et puis un certain nombre de PLU et de PLUI pour l'agence d'urbanisme. Et donc, si elle contribue au développement de projets urbains et périurbains, notamment en phase programmatique, elle se positionne de plus en plus sur l'ensemble de la chaîne de l'aménagement, ainsi par la mise au point de ces démarches d'expérimentation, dont l'objectif est la construction de projets de logement. Ces 2 structures développent des activités plus largement attribuées à des opérateurs de l'aménagement et de la construction, des SEM, des SPL, des offices publics de l'habitat. Elles se retrouvent à rechercher du foncier, à rédiger des appels d'offres, et en se positionnant ainsi, ces 2 organisations, on peut dire, se retrouvent aux limites aussi de leurs prérogatives juridiques et en limite de compétences. Alors, bien sûr, ces derniers ajustent aussi et travaillent avec les dispositifs juridiques existants, souvent en jouant la carte de l'expérimentation, et cherchent à s'associer à des professionnels
en soutien de l'expertise, au risque d'interdépendance davantage contraignante avec des assistants à maîtrise d'ouvrage en concertation, mais aussi des communes, alors que d'ordinaire, elles travaillent plutôt avec des intercommunalités. Cette multiplication des institutions qui se positionnent dans le champ de l'aménagement entraîne des formes de coopération, bien sûr, mais de concurrence, parfois appelée coopération concurrentielle. La logique d'action expérimentale, promue ici, insiste sur l'impératif de re-questionner une chaîne de production de l'aménagement, mais aussi de la recoordonner. Alors, cette concurrence pour la coordination se traduit à la fois par une concurrence entre ces institutions, avec les sociétés d'économie mixte et les sociétés publiques locales, déjà affectées par des évolutions structurelles en aménagement, avec l'obligation de la mise en concurrence et la montée en puissance de certains aménageurs privés. Et cette concurrence pour la coordination, elle se fait aussi par des critiques de superposition de compétences de la part d'élus et techniciens au sein de ces collectivités locales. Elles peuvent, par exemple, être liées à une coordination préexistante sur certains des sites de projet, comme ce fut le cas, par exemple, sur le site de Brin, avec un pilotage existant des services de la métropole sur le projet. Et cette démarche va modifier, en fait, le calendrier opérationnel. Ces démarches mettent également à l'épreuve les conventions et les modalités de coordination au sein des équipes de maîtrise d'ouvrage et de maîtrise d'œuvre. Les démarches sont révélatrices de cultures différentes, de l'aménagement, de luttes interprofessionnelles persistantes, mais aussi de luttes intraprofessionnelles. Du côté des luttes interprofessionnelles, nous avons vu que la mise en place des dispositifs faisait donc évoluer cette chaîne de production de l'habitat, on pourrait dire, en participant à donner une place centrale en conception et en coordination, notamment à l'architecte, tout en intégrant plus en amont des constructeurs de maisons individuelles, devenus quasi-promoteurs pour certains. Sur l'ensemble, sur les deux démarches, on a 8 équipes qui ont associé des constructeurs de maisons individuelles et des architectes. C'est le 2/3 des équipes en fait qui répondaient à ces deux appels. À cette occasion, donc, les démarches ont révélé des désaccords, notamment entre architectes et constructeurs, qui se traduisent par des tentatives aussi de délimitation, on pourrait le dire, de leur territoire d'activité, avec 2 stratégies au moins que nous avons pu repérer. Alors, la première, elle consiste dans la manifestation de formes d'expertise spécifiques afin d'assurer aussi leur autonomie. Alors, dans plusieurs cas, cela se manifeste chez les constructeurs par la revendication d'une expertise économique du projet, mais aussi d'une expertise servicielle auprès des usagers, mis en scène à travers l'outil juridique du contrat de vente de CCMI, de maisons individuelles, censé garantir aux futurs propriétaires un coût et un délai de réalisation. Alors, cette expérience commerciale des projets de maisons individuelles les conduit également à revendiquer à de nombreuses reprises un savoir-faire en conception. Ces savoirs d'expérience sont, on a pu l'observer, relayés par des géomètres, des aménageurs, mais aussi des agents immobiliers et visent à prolonger un modèle de conception urbaine et architecturale éprouvé, on va dire. Pour les architectes, on retrouve la revendication d'une expertise urbaine et architecturale, une culture architecturale, à contrario du déploiement d'une politique de modèle véhiculée notamment par certains constructeurs nationaux qui font l'objet de vives critiques à l'occasion de ces démarches aussi. Alors, on retrouve ici la revendication d'expertise attendue, on pourrait le dire, qui traduisent bien les difficultés aussi de l'architecte à s'imposer dans le périurbain, du fait non pas d'un manque de savoir en conception ou de culture architecturale, mais de la capacité à assurer un service, ce que relevait déjà la Jus et Rago dans un rapport de 1997, malgré un investissement grandissant, malgré tout, de ces derniers sur l'habitat individuel, comme le soulignait Anne Debar en 2005. La seconde stratégie que nous avons pu observer relevait plutôt de la distinction des sphères d'activité, s'est exprimée notamment dans le cadre de la démarche habitat périurbain, avec un ordre des architectes qui est intervenu pour désapprouver justement la présence de ces constructeurs au regard de certains problèmes juridiques, déontologiques, et surtout du verrouillage et des pratiques que ces derniers peuvent avoir sur le marché périurbain. Alors, ça, c'était pour les luttes interprofessionnelles. Du côté des luttes intraprofessionnelles, on a vu qu'il y a certains individus dans ces démarches qui, bien sûr, tentent de transformer des conventions éprouvées sur le plan organisationnel, programmatique et architectural, mais d'autres
cherche à prolonger aussi des conventions face au risque de mise en marche de pratiques éprouvées qui génèrent un certain nombre d'épreuves dans une même organisation. Et on a pu analyser plusieurs épreuves chez un aménageur promoteur d'envergure nationale cherchant à développer de l'habitat dense avec un contrat de construction de maisons individuelles. Alors, la première difficulté concernait le changement de type de contrat de vente au regard du projet et des produits proposés en aménagement et en construction, qui faisait plutôt référence, selon un des chargés de projet, à une culture de la promotion, donc de la mobilisation de la VFA, qu'à une culture de la maison individuelle, plutôt en référence avec le contrat de CCMI. La seconde concerne les divergences d'interprétation du projet sur le volet paysager et sur l'offre d'espaces collectifs associés, peu courantes dans les projets d'habitat individuel. Et enfin, logique de travail en silo qui grève, par exemple, les bilans au moment où ils s'élaborent à l'occasion et ils sont discutés lors de ces ateliers, ainsi que le montage plus général de l'opération. Et donc, ils se retrouvent confrontés, on pourrait le dire, aux limites de leur propre modèle économique, celui de la massification sur des opérations qui sont ici beaucoup plus petites, des modèles de gouvernance avec les limites de la séquentialité en aménagement de promotion, mais aussi des modèles urbains et des formes urbaines où le modèle du lotissement pavillonnaire et du petit collectif ne fonctionne plus. Alors, néanmoins, on observe des nouvelles formes de coopération et qui définissent de nouveaux rapports aussi entre savoir et action, avec tout d'abord une évolution des rôles et des places des acteurs en présence. On a pu observer une diversification des partenariats et des acteurs impliqués. On a, par exemple, pu observer la présence de nombreux paysagistes, de spécialistes de l'énergie ou du réemploi qui se sont agrégés à ces équipes. Et puis, on a vu aussi des coopérations émerger, à la fois au sein d'une même structure, entre différentes filiales, avec par exemple la mobilisation chez certains promoteurs d'une expertise en promotion pour proposer de la VFA et de la CCMI dans une même opération. On a vu aussi, par exemple, des offices publics de l'habitat coopérer avec des entreprises sociales pour l'habitat ou des coopératives HLM, à la fois pour maîtriser le risque commercial du côté des ESH et puis pour développer des compétences sur l'accession aidée et le libre pour les offices publics de l'habitat dans des secteurs où ils vont peu. Et puis, c'est une évolution, ces nouvelles coopérations s'accompagnent également d'une transformation des savoirs et savoir-faire mobilisés. Et donc, à travers ces démarches, on a pu identifier notamment l'émergence de pratiques de conception davantage intégrées, un renforcement de l'attention à la demande et aux enjeux de gestion avec le déploiement notamment d'un certain nombre d'espaces communs, mais aussi une culture de la recherche et développement assez discrète mais émergente chez ces opérateurs avec la création de postes hybrides, par exemple, qui articulent des missions de développement plus classiques associées à un rôle de veille sur différentes thématiques à enjeux prospectifs selon eux, comme l'habitat participatif, l'éco-construction aussi dans le périurbain. Et puis, donc, pour essayer de synthétiser la fin de ma présentation, ce qui apparaît comme le plus significatif, c'est la valorisation de deux formes de compétences, à la fois celle relative au montage économique et organisationnel de projets dans le périurbain, et la valorisation de savoir et savoir-faire en lien avec justement ces paysages. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que sur le premier volet, c'est-à-dire sur les savoirs et savoir-faire relatifs au montage économique, les compétences des maîtres d'ouvrage sont très valorisées dans le cadre de ces démarches, mais les maîtres d'œuvre essayent justement de s'en saisir pour essayer de davantage, justement comprendre le fonctionnement de ces opérateurs pour investir ces marchés. Et puis, on a du côté des paysages périurbains, des maîtres d'œuvre qui mobilisent à la fois des compétences de paysagisme en interne ou en s'associant avec d'autres paysagistes. Et puis, ils, font émerger un certain nombre de figures hybrides de l'habitat entre ville et campagne et qui sont marquées par cette figure de l'habitat dense individualisé. Alors, en conclusion, on a étayé l'hypothèse d'une transformation des pratiques d'aménagement ainsi que des cultures professionnelles de l'action publique territoriale, des opérateurs et des architectes en situation périurbaine. L'analyse de ces démarches révèle
des cultures professionnelles variées, marquées par des logiques d'action parfois divergentes, des routines, limitant certaines transformations. La mise en exergue du contraste entre ces pratiques est sans doute à interroger au regard du contexte périurbain lui-même, car de fait, les architectes apparaissent peut-être davantage multipositionnés dans les territoires urbains, périurbains, ruraux, tandis que nombre d'opérateurs en ont fait leur contexte d'action privilégié, normalisant davantage leurs pratiques. Par ailleurs, le déficit de maîtrise d'ouvrage périurbaine, on pourrait le dire, reste important malgré l'investissement de certains acteurs du type coopérative HLM. Cela interroge aussi les aménageurs publics à l'heure de la mise à l'agenda de la zéro artificialisation nette, qui plaide pour davantage d'opérations en renouvellement urbain, loin des actes périurbaines d'envergure qui se développent notamment dans ces espaces, et les questionne quant à leur rôle aussi dans la maîtrise d'ouvrages d'opérations plus petites, voire de logements par exemple. Malgré tout, ces démarches contribuent à la construction d'une culture du projet en situation périurbaine et tendent à diminuer une approche assez sectorielle de l'aménagement au profit d'une approche plus transversale. D'ailleurs, en développant ces démarches, les organisations publiques recréent du lien entre les politiques publiques et les politiques d'aménagement en articulant davantage planification et projet. Et elles assurent aussi la coordination entre des acteurs de la fabrique du périurbain, les positionnant dans un rôle davantage d'intermédiation. Je vous remercie pour votre écoute. Merci. Voilà. Alors, est-ce que je coupe la présentation? Voilà. Donc, on a demandé à Nadia Arabe, professeure d'urbanisme à l'École d'urbanisme de Paris, de discuter la présentation de Kevin. Donc, Nadia, je peux merci. Tourner. Voilà. Merci. Donc, Nadia Arabe, je suis professeure à l'UPEC, en poste à l'École d'urbanisme de Paris et au Lab Urbain. Je vais commencer par dire en 2 secondes que je suis une sociologue de l'action collective et que c'est au travers de cette compétence-là que j'ai lu et que je vais commenter le travail que vient de présenter Kevin. D'abord, merci beaucoup de m'avoir conviée pour avoir l'occasion de discuter de ce travail parce que je connais bien Becker, je l'ai beaucoup pratiqué, je le donne à lire à tous mes doctorants, mais pas les mondes de l'art. Je me suis servi des mondes de l'art, mais dans un travail qui était une recherche en urbanisme, mais où on questionnait l'implication d'artistes. Et c'est la première fois que je vois mobiliser une des réflexions de Becker, en l'occurrence celle qu'il a produite dans son travail sur les mondes de l'art, pour explorer des pratiques dans le champ de l'urbanisme. Et pour le dire, je n'y avais jamais pensé. Et pour le dire tout de suite, je trouve que la piste est très prometteuse pour étudier ce que vous étudiez. Et je dis tout de suite, pour expliquer ce qui va suivre, c'est que vous ne la tenez pas vraiment. Et que c'est bien dommage, parce que vraiment, je pense que c'est une très, très forte intuition et qu'il y a beaucoup à produire à partir de là, qui va faire du bien à la recherche en urbanisme si vous tenez vraiment le fil. C'est un peu, et du coup, je trouve que ça fait écho à la question une des questions qu'a introduite Caroline, en disant que un des enjeux pour le réseau ici, c'est de poser des questions épistémologiques. Donc moi, je vais quand même plutôt me situer à un niveau théorique parce que c'est vraiment ce qui m'a stimulée quand j'ai lu votre travail. Et je vous en remercie parce que c'est assez différent de ce que j'ai pu lire, de ce que j'ai l'habitude de lire, même si les conclusions que vous tirez sont vraiment très en deçà de ce que vous pouvez faire. Voilà. Parce que quand vous tirez les conclusions, vous retombez sur des trucs très généraux que n'importe qui aurait pu écrire en utilisant un autre cadre théorique. D'accord ? Je prends ces précautions pour que vous compreniez bien que ce que je vais dire, c'est vraiment pour vous dire, vous avez un super truc, mais tenez-le vraiment. Et je pense que vous avez, dans ce que j'ai lu, quand je vous ai entendu, je pense que vous avez, c'est un travail qui est issu d'une thèse, n'est-ce pas ? J'imagine que vous avez dans la thèse du matériau que vous allez pouvoir revaloriser plus loin
et en vous affranchissant de ce qu'on peut lire beaucoup plus communément dans la recherche en urbanisme et avoir vraiment votre rapport propre. Alors, je commence. Becker. Donc, comme je suis assez convaincue que c'est une bonne piste, ce Becker-là, celui des mondes de l'art, il faut quand même revenir à la perspective théorique qui anime Becker. Becker, donc, c'est quelqu'un qui s'intéresse à l'action collective, ce qui justifie que vous y fassiez référence, mais il s'y intéresse d'une façon très particulière parce qu'il s'inscrit dans une perspective interactionniste. Et ça, il ne faut jamais oublier. Vous voyez, si vous avez dit quelque chose qui m'agace, que j'entends souvent, qui est de dire « j'ai emprunté la notion de monde ». Non, on ne fait pas ça quand on est un chercheur. Quand on est un chercheur, monde, chez Becker, c'est un concept, ce n'est pas une notion, donc c'est beaucoup plus fort. Et on n'emprunte pas, vous vous inscrivez dans un cadre théorique et vous le suivez et vous allez le suivre. Il faut le questionner. Donc, dans ce cadre théorique, c'est vraiment une approche de l'action collective dans une perspective interactionniste. Et ce qui intéresse Becker, quand il a formalisé cette pensée sur les mondes de l'art, c'est le fait de montrer que une œuvre d'art, c'est quelque chose qui résulte d'une action collective. Et quand il étudie cette action collective, il remonte la chaîne de coopération en s'intéressant aux interactions et c'est là que j'arrive jusqu'au bout, mais je ne vais pas refaire tout Becker. Et pour étudier ces interactions, il prête attention à un point très particulier que vous avez évoqué, mais que vous survolez complètement, ce sont les conventions. Et ce qui est vraiment au cœur des mondes de l'art, pour comprendre l'interaction dans l'action collective, c'est les conventions. Voilà. Et ça, si vous l'avez pas saisi, en tout cas, je ne le retrouve pas dans votre présentation écrite ou dans la présentation orale que vous avez eue, alors qu'à mon avis, c'est là qu'il faut que vous preniez le projecteur à partir du matériau que vous avez, parce que c'est les conventions qui permettent l'action collective malgré les tensions, les conflits, les divergences, etc. Donc le cœur, si vous vous intéressez à la question de la régulation, dans cette perspective théorique, ce qui fait la régulation, l'instrument de la régulation, ce sont les conventions. D'accord ? Donc ça, il faut le prendre beaucoup plus au sérieux. Et c'est un chemin que je n'ai pas vu dans votre présentation. Peut-être un effet de présentation et que ça est beaucoup plus présent dans votre thèse. Et si ça ne l'est pas, je vous invite à refaire le chemin. Et je me suis également demandé si vous avez réfléchi à la transposabilité de ce cas théorique pour étudier ce que vous étudiez. Parce que même, bon, je vous ai dit, j'ai commencé par dire, je pense qu'il est très prometteur, donc je pense que c'est transposable. Mais qu'est-ce que vous transposez ? Vous transposez des résultats que vous avez plutôt l'air de faire, ou est-ce que vous transposez un cas théorique, c'est-à-dire une façon de questionner ? Ce qui est très différent. Et si vous transposez une façon de questionner, vous pouvez transposer sans trop vous embêter. Si vous transposez des résultats, ça devient beaucoup plus ennuyeux parce que même les sociologues de l'art se questionnent sur la transposabilité de cette réflexion théorique de Becker, à la fois dans l'espace. Par exemple, est-ce que ça a été produit aux États-Unis, dans un contexte américain, est-ce que c'est transposable au contexte français ? Ils se sont posé la question. De même qu'ils se posent la question de savoir si, 40 ans plus tard, ce que Becker a démontré, est-ce que ça reste valide ? Donc, nous, si on veut l'utiliser dans le champ de l'aménagement, ça paraît compliqué de ne pas se poser ces questions, sauf si ces questions, on peut les évacuer assez rapidement si on assume qu'on mobilise un cadre théorique de questionnement et non des résultats. Et c'est très ambigu dans la façon dont vous procédez. Je reviens sur mon deuxième point, donc sur les conventions. Les conventions, c'est quoi ? C'est à savoir à la fois des savoirs, des règles de l'art, des techniques, des références, des normes d'usage qui sont partagées, y compris tacitement ou pas, mais aussi tacitement, par les acteurs qui participent au monde qui produit quelque chose. Mais ce quelque chose-là est très important. C'est-à-dire que quand Becker il étudie l'action collective qui produit l'œuvre d'art, elle est très présente dans son analyse. Vous, l'habitat, on ne le voit plus. D'abord, dans le titre, vous parlez de l'aménagement périurbain
alors que ce que vous étudiez, si je reste dans la perspective beckerienne, c'est les mondes de l'habitat, ce n'est pas les mondes de l'aménagement, je vais y revenir. Enfin, c'est une question que je voudrais que vous discutiez. Donc, excusez-moi, je reviens un instant sur les conventions. Plus les conventions vont être structurées, et plus le monde étudié va être structuré, et stable et régulé. Et c'est pour ça que je ne pense pas que vous ayez intérêt, en tout cas, il ne me paraît pas justifié que vous parliez des mondes de l'aménagement périurbain. Vous avez raison d'en parler au pluriel, mais il me semble que ce dont vous discutez, ce que vous avez étudié, ce n'est pas les mondes de l'aménagement périurbain, c'est les mondes de l'habitat périurbain. Quand vous dites que les ESH coopèrent avec les OPH, quand vous dites, quand vous relevez ces savoirs nouveaux autour du réemploi ou qu'est-ce que vous avez évoqué là à l'instant, l'éco-construction, quand vous évoquez la montée en puissance des compétences en matière de coordination ou de montage, on va pouvoir dire exactement la même chose d'autres mondes dans l'aménagement, je ne vais pas dire deux, mais dans l'aménagement urbain. Ce que vous avez, et je suis sûre que vous l'avez parce que j'en ai des indices, c'est que vous êtes capable, à mon avis, de montrer que, certes, on a des compétences qu'on peut retrouver dans d'autres, par exemple dans l'urbain. Certes, on a aussi des acteurs équivalents, l'architecte, à part le lotisseur, mais le promoteur, l'aménageur, l'architecte, la commune, etc., on les retrouve partout, on est d'accord. Qu'est-ce qui fait la différence? La différence, c'est que les conventions ne vont pas être les mêmes. Je fais l'hypothèse que les conventions ne sont pas les mêmes, et je pense que vous êtes capable de le montrer. Donc, par exemple, quand vous parlez du contrat de vente, quand vous parlez de la différence d'approche autour de la dimension paysagère, quand vous parlez aussi mais dans le contenu, vraiment en mettant les mains dans le cambouis du montage, là, vous êtes capable de mettre en évidence que les conventions, donc ceux qui structurent la régulation et le fonctionnement de ce monde de l'habitat périurbain, vous pouvez les qualifier et dire qu'elles vont être différentes. Même les qualifier en tant que telles, c'est-à-dire ce sera déjà beaucoup, et vous serez capable, à partir d'autres travaux, de dire en quoi elles diffèrent d'autres conventions du monde de l'habitat urbain, par exemple. Et puis, dernier point, qui prolonge la question, finalement, est-ce que si on s'intéresse à l'urbanisation dans la production d'habitat plutôt collectif en l'occurrence dans le monde périurbain, il me semble que la question, vous avez parlé du renouvellement urbain qui peine à s'autonomiser. Vous parlez du renouvellement du cadre de l'habitat périurbain. Si vraiment vous êtes beckerien, si vraiment vous vous inscrivez dans la perspective théorique qu'il a proposée dans les mondes de l'art auxquels vous faites référence, tenez le truc jusqu'au bout et explorez les conventions. Donc la question qui reste finalement au bout, c'est pour étudier la production dans le périurbain, la question c'est est-ce qu'il y a des conventions propres qui existent ou qui sont en train de se construire, des conventions propres. C'est comme ça que vous allez rentrer dans l'exploration d'un cadre ou pas. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup. Eh ben, merci beaucoup pour cette analyse-discussion. Enfin, c'est très riche en tout cas, et voilà, je vous remercie vraiment pour ces retours. Alors, pour répondre en tout cas sur notamment effectivement la question de ces conventions Oui. construites ou en train de se construire. Alors, il se trouve effectivement, comme vous avez mis vraiment le doigt dessus, il y a en tout cas dans ce que j'ai pu observer, sans en tout cas faire la liste des conventions et tout, il me semble que cette question notamment du contrat effectivement de vente et le contrat de CCMIF est une norme, enfin un outil voilà, qui est vraiment, vraiment très, très établi et très forte. Et en fait, disons que moi, c'est vrai que la démarche que j'ai eue, c'était de saisir les conventions en fait, à partir du coup de ces démarches et de voir comment justement ils s'étaient à un moment bousculés ou pas et de se dire que bien ces épreuves, ce
qui mobilise un autre cadre, hein, mais ces épreuves révélaient en fait un certain nombre, justement, de conventions qui étaient difficiles à faire évoluer pour, en tout cas, ces acteurs. Alors, il y en a d'autres, effectivement, disons plus spécifiques au périurbain. Je dirais qu'effectivement, cette question notamment du paysage, en tout cas, elle est pas juste, elle est en train de, enfin, cette conscience en tout cas du paysage, elle est très, mise en œuvre chez les architectes, en fait, qui le mobilisent, notamment cette question du subtra-rural, par exemple, ils le mobilisent de manière très importante quand ils font référence justement à ces territoires, ces ateliers. Et par contre, elle est beaucoup moins présente, en tout cas une exception plus fonctionnelle, on pourrait dire, quand justement autour de la table, on a d'autres acteurs, et notamment, par exemple, les lotisseurs qui sont dans cette chaîne de production. Après, comme ça, en tête, j'en ai pas d'autres qui me viennent, enfin, comme ça directement, mais je pense qu'il y en a, en tout cas, il y en a d'autres, je ne doute pas. Et d'ailleurs, dans une autre partie aussi, c'est pas de la thèse, j'ai essayé justement de voir un petit peu les groupes, en fait, j'ai essayé justement de voir un peu les groupes au regard des conventions justement qu'ils pouvaient nourrir entre eux, et notamment on a, j'ai essayé, comme Becker a pu le développer dans les mondes de l'art, hein, parce qu'il y a dans un des chapitres notamment, il montre comment certains, il parle de différents groupes, il fait les portraits de ces groupes. Et donc, il y avait un peu 4 groupes que j'identifiais comme ça. Il y avait notamment les les acteurs notamment qui avaient tout un ensemble de conventions très industrielles, très standards. On avait aussi les partenaires des collectivités, et ça c'était notamment ces COP HLM et tout ça qui essayent de se positionner en partenaire des collectivités, mais en allant justement sur ces territoires périurbains, mais elles n'osent pas y aller parce qu'il n'y a pas justement un certain nombre de marchés, mais elles ont un certain nombre de conventions qui leur permettent d'être de vrais partenaires. Il y a aussi tout un champ, et que là par contre je n'ai pas exploré, mais qui est à mon avis très pertinent, qui est celui aussi des pionniers. En fait, on a un certain nombre d'acteurs qui ne sont pas que de l'habitat participatif, mais qui sont aussi des maîtres d'œuvre, notamment autour du bois, qui développent des outils et des modes opérationnels pour agir dans ces territoires. Puis il y avait un deuxième groupe, sur justement un quatrième, d'acteurs qui, eux, par contre, ne sont pas nécessairement des partenaires principaux des collectivités, mais qui, en tout cas, en tant que constructeurs ou aménageurs, tentent à innover, je n'ai plus le nom en tête exact, mais qui essaient de faire évoluer un petit peu leurs pratiques, et qui ne sont pas justement dans la défense d'un modèle standard. Ils sont conscients, en tout cas, dans l'enjeu pour se maintenir sur ce marché-là, ils ont un besoin, en tout cas, de faire évoluer leurs pratiques. Je ne sais pas si ça répond à toutes les questions et tout ça, mais en tout cas, je vois bien un petit peu C'était surtout pour dire si en fait, votre entrée, elle apporte une grille de lecture particulière, à la question de la régulation de la production dans le périurbain, qui, je crois, est une question qui intéresse le groupe. Je vois à peu près bien les travaux de Joël. Je vous pose la question de la régulation. Antoine se l'est posé. Aucun de nous trois, vous me contredirez, messieurs, si vous jugez que je me trompe, mais aucun de nous trois n'a proposé une lecture de la régulation par les conventions. Donc, et c'est pour ça que je vous dis, vous avez vraiment un truc, vous situez, vous avez une approche ethnographique qui se justifie parce que normalement, on analyse des interactions et on regarde ce qui rend possible ces interactions. C'est tout à fait une autre échelle que de parler de la régulation par le PLU. Et le PLU, c'est un dispositif de régulation, y compris dans le périurbain, il n'y a aucun doute. Donc, mon invitation, elle est vous avez mis le doigt sur un truc, tenez-le jusqu'au bout. Poussez-le. Voilà. Je pense que c'est une vraie proposition théorique. Je ne suis pas sûre que vous vous en rendiez compte. Peut-être pas, en tout cas pleinement au sens où. Mais je vous le dis, c'est une vraie proposition théorique, vous pouvez la pousser. Merci beaucoup. La recherche intéresse que vous la poussiez, y compris pour dire finalement, c'est pas une bonne idée. Mais ça fait rien, ça sera un apport quand même. Alors, je ne sais pas comment. Merci beaucoup. Alors, je crois qu'on atteint malheureusement la fin déjà du temps imparti. C'est très court. Je ne sais pas s'il y a peut-être une ou deux questions parmi les participants et le public.
que l'on pourrait Oui, prendre. on a Anne Aguilera et C'est José Frédéric qui m'a posé la question. Oui, moi j'ai juste une question. Je suis très curieux de voir ce que justement les conventions ou le bousculement de ces conventions a donné en termes de formes urbaines. Vous auriez des images pour voir si au final elles sont superposables ou pas, ces formes, ces nouvelles formes. Alors, j'ai quelques images rapides. Là. Enfin, j'en avais mis quelques-unes dans la présentation. Ah non, je ne vous ai pas partagé le bon. J'en avais mis quelques-unes, mais mais pas tant que ça. En fait, du coup, il y a eu en tout, du coup, 15 propositions urbaines et architecturales qui ont été faites. Et il y a par exemple, là, c'est sur le site de Malville, hein, mais les formes urbaines ne sont pas, en tout cas, disons, foncièrement bousculées, ou je ne sais pas comment le dire, transformées, réinventées. L'évolution, elle est plutôt dans justement les questions contractuelles qui se nouent en fait mais qui ont un lien bien sûr avec pour le rendre possible justement ces évolutions aussi. Je suis désolée, j'ai cours, il faut que je m'en aille. Excusez-moi, je regrette de partir. Merci beaucoup. Merci. Les esquisses valent ce que les esquisses valent ce que valent les esquisses, mais déjà. Oui, c'est pas du pavillon Catherine Mamet des années 90, quoi. Non, là, on a effectivement, en tout cas, par exemple, sur ce projet-là, une réflexion sur justement vraiment de l'habitat individuel, mais sous forme justement de courée, avec un dispositif même commun, de gestion aussi après collective à des échelles justement plus petites, pas à l'échelle de grands lotissements, non, et même dans les propositions architecturales, effectivement, ça évolue. Mais voilà, j'en ai que 2 là, mais il faudrait que volontiers, je peux partager avec vous d'autres résultats de ce dispositif. Ah, il y a quelqu'un dans la liste. En tout cas, merci, je trouve ça extrêmement intéressant. Eh ben, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a peut-être une dernière question? Je ne suis pas maître du temps, mais On peut reprendre une ou deux questions. Hein. On peut se donner 5 minutes de battement si vous souhaitez. Bon, moi, je vais peut-être en poser une. En fait, moi, évidemment, je trouve ça complètement passionnant et puis c'est absolument essentiel comme sujet. Hein. Tout ce qu'on voit autour des villes, cette explosion est quand même extrêmement préoccupante. Moi, je voudrais savoir si finalement, l'enjeu de tout ça, c'est au-delà de la maîtrise du foncier, hein, dont vous avez rappelé à plusieurs reprises qu'elle était essentielle, si l'enjeu, ce n'est pas de réintroduire du temps long dans une production urbaine qui était dans les années 90-2000 plutôt centrée sur le temps court. Et en ce cas, si on réintroduit du temps long, on retrouve finalement les perspectives qui étaient pour la région de Nantes-Saint-Nazaire, celles de l'OREAM, hein, l'Organisation de recherche et d'études métropolitaines, de la fin des années 60, où il s'agissait de se projeter justement sur des échéanciers à 10, 15 ans, 25 ans. Ouais, alors, merci. Merci pour cette question, effectivement. Vous faites référence à l'OREAM, c'est sûr que sur justement cette partie nord, hein, notamment de l'espace métropolitain de Saint-Nazaire, où aujourd'hui on a justement le pôle métropolitain qui intervient, on avait justement tout un projet hein, de forêt intermédiaire et puis de ces polarités là qui étaient bien, en tout cas assez identifiées. Alors, réintroduire du temps long, oui, sans doute. En tout cas, là où il est clair que c'est une question qui est posée, et je pense, par exemple, pour avoir échangé un certain nombre d'aménageurs publics, hein, là, ils se demandent vraiment, il y a un vrai changement de paradigme pour eux, là, avec notamment Lausanne, mais pas que, en fait, et donc ils se demandent comment, justement, ces ZAC qui produisent sur des temps justement assez courts, finalement, même si ça reste
comment justement penser à plus long terme justement le développement de ces territoires, enfin la construction sur ces territoires, mais oui, réintroduire du temps long. Alors, je ne sais pas, vous avez peut-être d'autres références en tête, je ne suis pas sûr de. Enfin voilà, il y a bien sûr l'ensemble des outils de planification, mais il y a peut-être d'autres choses auxquelles vous faisiez référence, je ne sais pas. Oui, non, c'est un peu effectivement ce temps de la planification auquel je faisais référence, mais bon, ça nous emmènerait certainement un peu plus loin. Là, je vois qu'il y a des collègues qui effectivement commencent à partir. On va peut-être respecter en fait ce timing et ce format d'une heure. Je voulais vous remercier au nom du LABEX d'avoir fait cette présentation sur un sujet qui est absolument essentiel. Merci aux collègues Caroline et puis Nadia d'avoir assuré l'amont et l'aval. Donc, traditionnellement, on annonce à la fin d'un déjeuner le déjeuner suivant. Là, il se trouve qu'il n'est pas encore totalement calé. Donc, j'ai ressollicité beaucoup de groupes transversaux qui ont répondu évidemment favorablement. Donc, c'est déjà qu'il y aura un autre déjeuner prévu en novembre 2021 organisé par le groupe Production Urbaine et Marché. Et d'autres, en fait, ont été sollicités. Donc, on espère pouvoir, en fait, garder ce rythme d'un déjeuner une fois par mois. Donc, Kevin, si vous avez enregistré, en fait, il faudra ensuite nous transférer les bandes pour qu'on puisse les mettre, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, sur la chaîne YouTube du LABEX. Donc, merci beaucoup à tout le monde et puis bon après-midi et à très vite. Merci beaucoup. Merci, Loïc. Bonne Bon journée. après-midi. Arrêtez.